J'ai eu 12 ans cet été-là, quand l'événement le plus incroyable s'est produit dans notre petite ville tranquille. Un parc aquatique appelé Aquablast a ouvert ses portes au public, et il est aussitôt devenu le sujet de toutes les conversations. Mon meilleur ami Alex et moi avions trouvé une brochure qui promettait d'énormes toboggans serpentants comme des serpents, des piscines à vagues rugissantes comme l'océan, et une rivière tranquille parfaite pour la détente. Naturellement, nous étions impatients d'y aller. Pendant des semaines, nous avons supplié nos parents. Nous nous sommes comportés de manière exemplaire et avons même fait des corvées supplémentaires. Nous avons tout donné. Et enfin, nos efforts ont payé. Nos parents nous ont offert des passes de 2 jours pour Aquablast. Le jour venu, il faisait un temps parfait. Le soleil brillait, le ciel était d'un bleu éclatant et l'air vibrait d'excitation. Nous nous sommes retrouvés à l'entrée, presque en train de sauter d'impatience. Et à l'intérieur, le parc était encore plus incroyable que ce que nous avions imaginé. La taille était impressionnante. Les rires, les cris et les éclaboussures résonnaient partout. Alex et moi avons foncé directement vers le plus grand toboggan, appelé le Mega Plunge. C'était un monstre, une descente presque verticale qui promettait un pur concentré d'adrénaline. L'attente dans la file nous a semblé interminable, mais nous avons enfin atteint le sommet. Mon cœur battait à tout rompre, tandis qu'Alex souriait comme un fou. Nous avons pris place dans la bouée gonflable, l'employeur nous a donné une poussée et c'était parti. Les secondes suivantes ont été un tourbillon de vent et d'eau. Le sol avait disparu sous nous. J'étais partagé entre terreur et excitation. Et en bas, l'explosion d'eau m'a momentanément aveuglé. Une fois remis, nous avons passé l'après-midi entier à explorer le parc. Piscine à vagues qui nous malmenaient comme des poupées de chiffon, puis farniente au soleil dans la rivière tranquille. À mesure que les heures passaient, la foule se dispersait. Mais Alex voulait encore essayer un dernier toboggan avant de rentrer, l'Aqua Twister. Contrairement aux autres, celui ne misait pas sur la vitesse ni sur la hauteur, mais sur la désorientation. Il s'agissait d'un tunnel entièrement clos, rempli de virages, qui plongeait dans l'obscurité avant de vous éjecter dans une piscine. « Ça a l'air génial, j'ai trop hâte !» lança Alex, les yeux brillants. Moi, j'étais beaucoup moins sûr. « T'es certain ? Ça a l'air intense !» Il me traita de poule mouillée et promit qu'il resterait avec moi. Je savais que si je refusais, il se moquerait de moi tout l'été. Alors j'ai avalé ma peur et j'ai dit oui. La file était courte. L'employé, un ado blasé, récita les règles et nous fit entrer. Le tunnel était sombre, presque glacial. Un frisson me parcourut l'échine. « Prêt ?» me lança Alex. « Autant que je pourrais l'être », répondis-je en essayant de paraître courageux. D'un coup, le sol disparut sous nous. La glissade fut brutale, l'obscurité totale, les virages incessants. J'ai perdu tout sens de l'orientation. Le vent me fouettait le visage, le plastique humide collait à ma peau. Je criais, mais ma voix se perdait dans le noir. J'entendais Alex aussi, mais sa voix paraissait déformée, lointaine. La nausée montait en moi. Puis, soudain, tout s'arrêta. Nous fûmes projetés dans une piscine. Haletant, les yeux clignotants, nous avons repris notre souffle. « C'était intense !» dit Alex, sa voix tremblante. « Intense est un faible mot, j'ai cru que j'allais vomir. » Nous nous sommes extirpés de l'eau et assis sur un banc pour récupérer. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres. Le parc s'apaisait. Pour moi, c'était suffisant. Alex hocha la tête, il avait eu sa dose lui aussi. Alors que nous quittions l'Aqua Twister, je jetai un dernier regard. Son entrée sombre semblait nous observer. C'est à ce moment-là que tout bascula. Des cris paniqués retentirent depuis la piscine. Nous avons couru. Des gens hurlaient à l'aide, désignant le centre du bassin. Des baigneurs se débattaient, les visages marqués par la terreur. Une femme près de moi haletait. Quelque chose les tire vers le fond. Un frisson glacial me parcourut. Alex et moi avons échangé un regard avant d'avancer. Je voulais aider,
Mais à peine ai-je mis un pied dans l'eau que j'ai senti un tiraillement à ma cheville. L'eau tourbillonnait. Avant même de réagir, quelque chose de brûlant et puissant m'a happé sous la surface. J'ai avalé une gorgée d'eau, lutté désespérément, mais la chose était trop forte. Mes poumons brûlaient. Je perdis connaissance quand soudain, l'étreinte s'est relâchée. J'ai jailli hors de l'eau, suffocant. Alex m'a agrippé et tiré hors du bassin. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» cria-t-il affolé. D'une voix rauque, je lui racontai. « Quelque chose m'a entraîné sous l'eau, et c'était terriblement fort. » Le tumulte s'est calmé. Les nageurs avaient atteint le bord. La surface redevenait paisible, comme si rien ne s'était produit. Mais les maîtres nageurs vidaient la piscine et tout le monde courait vers les sorties. Le parc fermait plus tôt que prévu. Alex et moi avons suivi la foule, tremblants, incapables de parler jusqu'à nous retrouver dehors sur le parking. « Mec, c'était quoi ça ?» souffla Alex. « Aucune idée, mais je ne veux plus jamais vivre ça. Partons. » Nous sommes rentrés en silence, chacun perdu dans ses pensées. Sous la douche brûlante, j'ai essayé de chasser la sensation de cette chose autour de ma cheville. Mais toute la nuit, je revis le noir, les tourbillons et cette silhouette trouble dans l'eau. Le lendemain, les journaux locaux rapportaient l'incident. Des témoins parlaient d'un étrange tourbillon. Le parc minimisait, accusant la panique de la foule. Mais Alex et moi savions. Nous savions que quelque chose d'anormal et de terrifiant s'était produit. Quelques semaines plus tard, Aquablast fut fermé indéfiniment. L'explication officielle resta vague, mais moi, je connaissais la vérité. Encore aujourd'hui, un frisson me traverse à chaque souvenir. J'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. Parfois, les choses qui paraissent les plus amusantes sont aussi les plus dangereuses. C'était un lundi matin morose quand tout a commencé. J'arrivais au bureau, prêt à attaquer une nouvelle longue journée de travail. J'étais un simple stagiaire dans une petite entreprise de technologie. Les locaux étaient composés de quelques espaces ouverts, de box alignés et d'une salle de pause en briques avec une machine à café et des distributeurs. Mes collègues étaient sympathiques. Je m'entendais avec presque tout le monde, sauf avec Karl. Il avait la trentaine bien entamée, les cheveux toujours ébouriffés, une barbe mal taillée, des chemises à carreaux froissées et les mêmes vieilles bottes noires chaque jour. Brillant en code, mais catastrophique en relations sociales. Ses interventions étaient souvent confuses, voire incohérentes, et il avait ce don pour me mettre mal à l'aise. À midi, alors que je déjeunais à mon bureau, Karl s'approcha, les yeux grands ouverts. « Jake, tu savais que l'âme quitte le corps pendant 7 minutes après la mort ?» Je ris nerveusement. Non, je ne savais pas. » Il se lança alors dans une histoire tordue de communication avec les esprits. Je terminai mon repas en vitesse pour fuir avant de perdre patience. Les jours suivants, son comportement devint plus étrange encore. Il murmurait seul, fixait son écran sans bouger, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Même le patron l'évitait désormais. Et moi, je me retrouvais le seul à lui adresser encore la parole, par culpabilité plus que par envie. Puis, un vendredi après-midi, tout bascula. Le bureau était presque vide, tout le monde partit en week-end. Je sentis une présence derrière moi et sursautai. Karl se tenait là, son visage bien trop près du mien. « Tu crois aux fantômes, Jake ?»« Pas vraiment. » Il sourit, un sourire glacial. « Moi, je crois qu'ils sont partout. Parfois, ils me parlent. » L'ampoule au-dessus de nous clignota. J'invoquai un problème électrique pour clore la conversation et me replonger dans mes tâches. Mais je l'entendis respirer lourdement avant de s'éloigner. Un frisson me parcourut. Le lundi suivant, j'arrivai tôt. Le bureau semblait vide, mais j'entendis des voix étouffées provenant de la salle de pause. En m'approchant, je reconnus celle de Karl et une autre, plus douce, mais surnaturelle. Intrigué et inquiet, je jetai un coup d'œil par la vitre. Karl se tenait seul dans un coin, les bras levés, murmurant.
Karl, ça va ?» lançai-je en ouvrant la porte. Il se retourna les yeux fous. « J'essaie de les atteindre. Ils veulent me parler. »« Qui ça ?» demandai-je en reculant. Il ignora ma question et reprit son chant. Les lumières vacillèrent, l'air devint glacial. Puis, un énorme fracas retentit dans le couloir. « Qu'est-ce que c'était ?» criai-je. Karl me fixa. « Ils sont en colère. Écoute-les. » Paniqué, je m'enfuis. J'ai appelé la police depuis mon bureau. Quand je revins jeter un œil, Karl avait disparu. Les agents fouillèrent le bâtiment sans rien trouver. Les jours suivants, Karl resta absent. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'avais vu. Le vendredi soir, poussé par une étrange intuition, je retournais seul au bureau. Les lumières clignotaient. « Karl, tu es là ?» Un murmure clair me parvint depuis le placard de rangement. « Aide-nous !» Le cœur battant, j'ouvris la porte. Des cartons tombèrent, révélant Karl recroquevillé dans un coin. « Ils sont piégés, je peux les libérer !» marmonna-t-il. Je le saisis par le bras. « On doit sortir d'ici, Karl !» Il me regarda déchiré entre peur et délire. « Ils ont besoin de moi !» Soudain, les lumières s'éteignirent. Un souffle glacé traversa la pièce et une voix furieuse gronda. « Ne l'interromps pas !» Des ombres tourbillonnèrent autour de nous. Paniqué, je tirai Karl hors du placard et nous courûmes vers la sortie, les chuchotements s'intensifiant pour nous retenir. Nous jaillîmes dehors, haletants. En me retournant, je vis les lumières du bureau clignoter une dernière fois avant de s'éteindre. Karl tremblait, moi aussi. Je n'ai jamais su ce qu'il invoquait, ni ce qu'il avait réellement entendu. Mais je sais une chose, parfois, la curiosité peut nous mener trop loin. Pourtant, je n'aurais jamais pu l'abandonner seul face à ça. Peu importe l'horreur qui rôde dans l'ombre, j'ai choisi de rester fidèle à mes principes. Ne pas tourner le dos à quelqu'un, même quand l'inexplicable s'en mêle. Il y a quelque temps, vous aviez raconté sur votre chaîne l'histoire d'une jeune fille en vacances dans un resort Disney en Caroline du Sud, où elle avait croisé un individu inquiétant portant un vieux masque de Mickey Mouse. Je tiens à être clair, mon expérience n'a aucun lien avec la sienne, mais moi aussi, j'ai vu quelqu'un porter ce maudit masque, et croyez-moi, c'est une vision qu'on n'oublie jamais. La rumeur dit que Disney a cessé de produire ce masque parce qu'il effrayait trop les enfants. Et honnêtement, je me demande encore comment il a pu être jugé attrayant à l'époque. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous raconter mon histoire. Elle remonte à 2004, l'année où je suis entré en première année d'école primaire. Le premier jour d'école a toujours quelque chose d'excitant, mais aussi d'angoissant. Pourtant, je garde un souvenir plutôt agréable de cette journée. Ma maîtresse était gentille, mes camarades plutôt sympas, et la classe semblait pleine de promesses. Tout allait bien, jusqu'au trajet du retour en bus. Comme j'étais la seule enfant de mon quartier inscrite dans cette école, mon arrêt avait été créé spécialement pour moi et placé tout à la fin du trajet. Mes parents m'avaient répété plusieurs fois à quoi ressemblait l'endroit, et l'un d'eux devait m'y attendre. J'avais 6 ans à peine. Mais quand on arriva à l'avant-dernier arrêt et que je restais la dernière dans le bus, le chauffeur s'énerva brusquement. « Descends maintenant !» aboya-t-elle. Sa voix autoritaire me glaça. Non seulement je ne reconnaissais rien autour de moi, mais mes parents n'étaient pas là. J'essayai de protester, mais elle se fâcha encore plus. « Descends tout de suite, sinon tu n'auras plus jamais le droit de monter dans ce bus !» À cet âge-là, j'étais timide et je détestais les conflits. L'idée d'être banni du bus, unique moyen de rentrer chaque jour, me terrifia. Alors, tétanisé, je descendis. Et regrettai aussitôt ma décision quand le bus disparut au loin. Le quartier avait l'air calme, mais tout m'était étranger. J'étais perdu, seul et sur le point de pleurer. Et c'est là que je l'ai vu. Dans une allée, entre 2 maisons, se tenait une silhouette vêtue sombrement avec une veste trop large.
Sur son visage, un vieux masque noir et blanc de Mickey Mouse. Les yeux vides du masque fixés sur moi. Je me suis mis à sangloter, paralysé. Puis comme un miracle, 2 garçons jumeaux de mon bus apparurent. Ils avaient entendu mes pleurs et étaient revenus sur leurs pas. En un instant, je tournai la tête vers l'allée. L'homme masqué avait disparu. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda l'un d'eux. « Il y avait un homme avec un masque de souris, bredouillai-je. « Il n'y a personne. Tu as sûrement cru voir quelque chose ?» répondit-il. Ils me rassurèrent et mirent en place un plan. L'un resterait avec moi, l'autre courrait chercher leur père. Quelques minutes plus tard, une voiture beige s'arrêta près de nous. Le père était au volant et l'autre jumeau me fit signe de monter à l'arrière. J'hésitais. Mes parents m'avaient toujours parlé du danger des inconnus et j'étais encore bouleversé. Mais rester seul, perdu, me terrorisait davantage. Tremblante, je montai dans la voiture et indiquai mon adresse. Ma grande surprise, nous n'étions qu'à quelques pâtés de maison de chez moi. Quand mon grand-père m'ouvrit les bras devant la maison, je pus enfin relâcher toute ma peur. Mes parents furent furieux contre le chauffeur et l'école, qui finit par renvoyer la conductrice. Quant à mon histoire du Mickey masqué, elle fut écartée comme une hallucination d'enfant effrayé. Avec le recul, parfois je me dis que c'était peut-être mon imagination. Mais au fond de moi, je suis convaincu d'avoir vu quelqu'un ce jour-là. Un cambrioleur, un rôdeur, peu importe. Pour la fillette perdue et terrifiée que j'étais, cet homme avec ce masque figé ressemblait au diable en personne. Alors voilà, c'est arrivé plus tôt aujourd'hui, et je suis sûr que je ne dormirai pas cette nuit. Je séjourne actuellement dans un coin reculé du Royaume-Uni pour faire une pause loin du travail, ce qui me laisse plus de temps pour mes hobbies. L'un d'eux, c'est la photographie. J'avais repéré une formation d'arbres assez étrange dans une forêt voisine, parfaite pour une ambiance sinistre. J'ai installé mon appareil photo et mon trépied au moment où le soleil se couchait. Vous savez, histoire d'ajouter une petite touche angoissante en plus. Pendant que je prenais mes clichés tranquillement, j'ai vu une femme passer à l'entrée de cette arche d'arbres. Elle avait garé sa voiture juste à côté de la mienne quand je suis arrivé. Elle est passée près de moi plusieurs fois, me fixant longuement à chaque passage. J'ai supposé qu'elle voulait peut-être emprunter ce chemin, mais voyant que je prenais des photos, elle avait choisi d'aller ailleurs. 5 minutes plus tard, la revoilà. Cette fois, elle marche droit vers moi, traînant un peu sa jambe gauche avec une sorte de boiterie inquiétante. Elle s'arrête, me fixe un moment, puis reprend sa marche vers moi. Je lui demande si elle va bien, tout en rangeant déjà mon appareil et en préparant mon trépied à m'en servir pour me défendre si besoin, parce que l'ambiance me paraît franchement bizarre. Elle se met à grogner, puis s'arrête à nouveau pour me fixer. C'est là que je réalise qu'en réalité, ce n'est pas une femme. C'est un homme déguisé, portant des vêtements féminins et une perruque. Un silence inconfortable s'installe. Puis il recommence à grogner, se penche sur le côté du chemin, ramasse une poignée de feuilles et commence à les jeter un peu partout avant de s'éloigner sans but, disparaissant dans la forêt. Je téléphone aussitôt à une amie pour lui expliquer ce qui se passe et lui demande de rester en ligne avec moi, au cas où ce type reviendrait. Je décide de prendre encore 2 ou 3 photos, puis de partir. Pendant une dizaine de minutes, j'entends des bruits de pas dans les feuilles, comme si quelqu'un tournait autour de moi dans les bois. Je me persuade que ce doit être des animaux. Puis soudain, plus rien. Silence total. Je continue mes photos. 15 minutes passent sans le voir ni l'entendre. Je me dis que je suis tranquille. Je quitte alors le sentier et remarque que la voiture a disparu. Mais en avançant, je vois un homme venir droit vers moi depuis l'entrée du chemin. C'était le même. Il avait enlevé sa tenue de femme et portait maintenant des habits masculins. En passant devant moi, il m'adresse un sourire si étrange qu'un frisson glacial m'a parcouru le dos. Je ne suis pas quelqu'un qui s'effraie facilement, mais ce type dégageait une telle énergie malsaine qu'un sentiment écrasant de terreur m'a complètement envahi.
toujours au téléphone, je tiens fermement mon trépied sur l'épaule, prêt à m'en servir si nécessaire. J'accélère le pas pour rejoindre ma voiture. Et là, je le vois ressortir du chemin que je venais de quitter. Il s'arrête, regarde autour de lui, puis commence à marcher vers ma voiture avec une intention claire. Cette partie, je l'ai filmée. J'ai enregistré quelques secondes de vidéo, puis j'ai démarré en trombe, croisant sa voiture garée un peu plus loin sur la route, comme si elle avait été déplacée pour m'attendre. Je me suis juste dit « Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer, bon sang ?» Boiteux, jetant des feuilles et rôdant dans la forêt, j'espère de tout cœur ne jamais recroiser ce type. Salut à tous, je suis un auditeur de longue date et c'est la première fois que je soumets une histoire. J'en ai une qui, je pense, va vous intéresser. Elle concerne mon expérience en travaillant au service de nuit dans une station ouverte 24 heures sur 24. Franchement, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de témoignages venant de gens ayant bossé à ces horaires. Tous mes collègues, ou même des inconnus avec qui j'ai échangé des histoires, ont vu ou vécu des choses bizarres, parfois carrément incroyables. Alors, un petit clin d'œil à tous les vétérans du shift de nuit en supérette. J'aimerais bien entendre vos expériences aussi. J'étais fraîchement diplômé, sans boulot stable. Les offres étaient rares, et quand j'ai vu l'affiche « On recrute » dans la vitrine d'une station locale, je n'ai pas hésité une seconde. Je n'avais même pas demandé le salaire. À l'époque, le minimum tournait autour de 7,25 $ de l'heure, mais ça m'était égal. J'avais besoin d'argent. Sinon je perdais mon appart et tout ce que j'avais. J'étais tellement fauché que je roulais sans assurance auto. Bref, j'ai été embauché quasiment sur le champ et j'ai commencé le week-end suivant. Le boulot était simple, garder l'endroit propre, remplir les rayons, encaisser les clients. Vous voyez le genre. Parfois c'était d'un ennui mortel. Alors je sortais vider les poubelles, changer les sacs, balayer le parking. Tout était surveillé par caméra, donc je faisais ce qu'il fallait pour passer le temps. Mais les horaires étaient brutaux. 23h à 7h, seul dans le magasin. De temps en temps, j'avais un collègue qui restait 2 ou 3 heures, mais c'était rare. La plupart du temps, ma seule compagnie, c'était les clients. Et croyez-moi, la nuit, on voyait passer tout. Les routiers, épuisés, venaient chercher un café brûlant et un paquet de clopes. Les fêtards, encore hilars, remplissaient leurs bras de chips et de soda. Et puis il y avait les autres, ceux qui vous font froid dans le dos. Les types louches qui semblaient fuir quelque chose ou courir vers. Des junkies, des marginaux, des gens en manque, souvent agressifs. La plupart du temps, un simple « sors ou j'appelle la police » suffisait. Mais parfois, certains s'enfermaient dans les toilettes et n'en ressortaient plus. Souvent, ils se défonçaient et finissaient par s'évanouir. J'étais obligé de frapper et de menacer d'appeler les flics au cas où ils auraient fait une overdose. Voilà pourquoi, dans certaines toilettes publiques, la lumière est bleue, pour empêcher qu'on voie ses veines. Triste réalité. Mais la nuit qui m'a vraiment marqué, celle qui continue de hanter mes cauchemars, c'est celle du braquage. Il était environ 3 heures du matin. Je rangeais les boissons dans le frigo quand j'ai entendu la clochette au-dessus de la porte. Un type lambda est entré. Je l'ai salué et je suis retourné à mes bouteilles. Mais quand je me suis retourné quelques secondes plus tard, il portait désormais une cagoule et pointait une arme dans ma direction. Mon cœur s'est emballé. Mon manager m'avait toujours dit « En cas de braquage, donne tout, ne joue pas au héros ». Alors j'ai obéi. Je suis allé à la caisse, les ouverte, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine compter les billets. Je transpirais comme si la pièce faisait 45 degrés. Pendant ce temps, je remarquai que son arme tremblait aussi. Il était nerveux, en sueur, et sa voix se brisait quand il exigeait l'argent. Je posai les billets sur le comptoir. Il hésita. Son regard allait de moi à la porte, puis à la caisse vide. C'est là qu'une voiture est entrée sur le parking. Ses phares ont illuminé toute la station. Pris de panique, le braqueur a rangé son arme et a fui en courant, sans même emporter l'argent. J'en ai profité pour appuyer sur le bouton d'alarme derrière le comptoir. Cette fois, j'ai pu constater le vrai temps d'intervention. Environ 6 minutes. Bien trop tard. Les flics sont arrivés, mais le type était déjà loin.
Je suis resté paralysé, incapable de bouger, à rejouer la scène en boucle dans ma tête. Mon patron est arrivé peu après, m'a fait m'asseoir au bureau pour souffler. Il s'est excusé et il m'a aussi dit « ça fait partie du travail de nuit ». Eh bien pour moi, ça a été la dernière nuit. J'ai réalisé qu'aucun salaire ne valait de risquer ma vie. J'ai eu de la chance de m'en sortir indemne, mais depuis, j'ai un respect immense pour tous ceux qui bossent seuls la nuit dans ces stations perdues. J'ai 22 ans et j'ai grandi dans une petite communauté près de Lake George, dans l'État de New York. Je vivais avec mes parents et mes 3 frères et sœurs. Même si je viens de l'État de New York, je n'avais presque jamais mis les pieds à New York City. J'y étais allé 2 fois enfant, mais je n'en avais pas de vrais souvenirs. Après le lycée, ma meilleure amie, avec qui j'habite aujourd'hui, et moi avons décidé de faire un petit road trip à 2 pour un week-end à la ville. Et cette fois, ça a été magique. Je suis littéralement tombé amoureuse de l'énergie de New York et j'ai eu une seule obsession, m'y installer. J'ai fini par travailler dans l'immobilier, pas parce que c'était mon rêve, mais parce que j'avais 18 ans, que je voulais gagner de l'argent et qu'un cours de 77 heures pour avoir ma licence semblait une bonne opportunité. À 19 ans, j'avais mon permis et je me débrouillais plutôt bien. Après avoir économisé, j'ai pris la décision de déménager à New York City. Sans regret, je louais et vendais des biens à un rythme fou. Je vivais seul, ma famille et mon ami étant restés dans le nord de l'État. Ça ne m'a pas pris longtemps pour m'habituer à cette indépendance. Un soir, en rentrant vers 18h, j'ai voulu cuisiner. En sortant mes courses de la veille, j'ai remarqué que certaines choses manquaient. Sur le coup, je me suis dit que j'avais dû oublier de les acheter ou que je les avais déjà utilisées sans m'en rendre compte. Je n'ai pas insisté, j'ai préparé mon repas avec ce qu'il restait. Mais dans les jours qui ont suivi, des choses de plus en plus étranges se sont produites. Des bouteilles d'eau disparaissaient, mes produits d'hygiène se vidaient bien trop vite, et de la nourriture continuait de manquer. Et puis il y avait ces bruits, des grattements et des coups venant des murs la nuit. Parfois même des portes qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Je pensais à des souris ou à des rats, mais la situation empirait. J'ai commencé à me dire que je devrais installer des caméras. Mais une partie de moi n'avait pas envie de savoir la vérité. Une nuit, vers 5 heures du matin, j'ai encore entendu un énorme bruit. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai appelé la police. 2 officiers sont arrivés rapidement et ont fouillé l'appartement. Dans la chambre d'amis, ils ont découvert une trappe menant à un petit espace de rangement derrière le placard. En déplaçant la planche qui bloquait l'entrée et en éclairant l'intérieur avec une lampe torche, l'un d'eux a sorti de là un homme. Un type maigre, la cinquantaine, complètement défoncé, qui vivait là depuis plusieurs jours. Dans la cachette, les policiers ont trouvé de quoi confirmer l'horreur. De la drogue, des emballages de nourriture, plusieurs armes dont un pistolet semi-automatique, des couteaux, y compris des couteaux de ma propre cuisine, et une partie de mes affaires personnelles. Ils m'ont dit qu'à vue d'œil, il squattait probablement là depuis près d'une semaine, et qu'avec son arsenal, si je n'avais pas appelé ce matin-là, je serais peut-être morte aujourd'hui. J'ai déménagé immédiatement, et je me suis juré de ne plus jamais vivre seul, du moins pas avec un invité caché dans mes murs. Je vis au Royaume-Uni, et il y a quelques années, j'ai tout vendu, pris une retraite anticipée, acheté un bateau, et je me suis lancé dans une grande aventure, explorer les voies navigables de l'intérieur du pays. J'ai choisi de ne pas prendre de place fixe dans une marina, pas de contrat d'amarrage permanent. Le but, c'était justement la liberté, jeter les amarres où je veux, découvrir de nouveaux coins et repartir quand je n'aime pas l'endroit ou les voisins. Ce mode de vie s'appelle le constant cruising. On peut naviguer sans amarrage officiel tant qu'on bouge vraiment. Et la plupart des haltes sont gratuites pendant 14 jours avant de devoir changer de spot. Avec un bateau bien équipé, c'est une manière de vivre incroyable, pleine de charme et d'aventure. J'ai connu des zones très urbaines et animées, comme Liverpool par exemple, mais aussi des coins complètement perdus, calmes, silencieux, presque hors du monde. C'est ce que j'aime.
choisir mon environnement selon mon humeur, et quand quelque chose ne me plaît pas, repartir le lendemain. Évidemment, ce mode de vie attire aussi toutes sortes de gens. Beaucoup sont des passionnés comme moi, mais il y a aussi des personnes installées sur des bateaux bricolés sans licence parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire autrement. Et parfois avec des problèmes qui donnent envie de garder ses distances. Comme je suis une femme seule, avec seulement mon chien, un cocker spaniel, et mes 2 chats pour équipage, je fais attention. Je lis les forums, je note les zones à éviter, j'écoute les conseils. En général, tout se passe très bien. Mais il arrive qu'on n'ait pas trop le choix à cause des crues, des écluses en panne ou des canaux à sec l'été, et qu'on doive rester plus longtemps que prévu dans un coin. C'est ce qui m'est arrivé cet hiver. J'étais coincé sur un tronçon d'à peine 400 mètres de canal, les 2 extrémités fermées par des crues. Voilà 2 mois que je ne peux pas bouger. J'ai choisi de m'amarrer tout au bout, à côté d'une ancienne zone industrielle désaffectée. Derrière une clôture métallique tordue, il n'y avait plus que des ruines. Tas de briques, bouts de route effondrés, friches envahies par les ronces. Un endroit lugubre, mais parfait pour promener mon chien, et assez isolé pour que mes chats puissent courir sans danger. Ils adorent y chasser les souris d'ailleurs. Chaque soir, c'était devenu un rituel. Sortir la lampe frontale, le chien, et aller chercher mes chats qui ne rentraient jamais d'eux-mêmes. Je criais leur nom, et ils finissaient toujours par accourir derrière moi comme des chiens bien dressés. Pendant 7 semaines, tout s'est déroulé normalement. Puis il y a eu cette nuit. Il faisait très froid. Il devait être près de 23 heures. J'appelais mes chats quand j'ai entendu un bruit étrange. Ce n'étaient pas des pas, ni des feuilles mortes. Non, c'étaient des coups, comme des briques cognées les unes contre les autres. 3 coups espacés, réguliers. Tac, tac, tac. Ma première pensée a été que quelqu'un était blessé et essayait d'attirer mon attention. Alors je me suis arrêté, j'ai écouté. Et les 3 coups ont recommencé, plus forts, plus proches. J'ai senti mon estomac se nouer. Qui pouvait bien traîner là, dans ce terrain vague, à cette heure par ce froid? Il n'y avait pas d'abri, pas de raison d'être là. J'ai pressé le pas. Mes chats m'ont rejoint en bondissant. Je les ai attrapés, soulagés, et j'ai continué d'avancer. Puis les coups ont repris. 3 encore. Le premier si fort qu'il m'a fait sursauter. Et cette fois, le bruit semblait avoir changé de côté, comme si celui qui le produisait avait contourné plus vite que moi et presque réussi à me rattraper. Je n'ai plus réfléchi. J'ai couru jusqu'à la clôture, passé le trou et regagné mon bateau. J'ai tout verrouillé. Au début, je n'entendais rien. Mais mes chats, eux, dressaient la tête, oreilles tendues vers l'extérieur. Et puis, je l'ai entendu à mon tour. Un grognement. Juste de l'autre côté de la clôture, à une dizaine de mètres du bateau. C'était un son atroce. Long, guttural, presque inhumain. Comme si quelqu'un essayait d'imiter une moto qu'on démarre au ralenti. Ça a duré. De longues minutes. J'étais assise dans le noir, le cœur battant à m'en faire mal, retenant ma respiration. Finalement, le silence est revenu. Je suis resté éveillé des heures, incapable de fermer l'œil, à scruter chaque mouvement de mes animaux. 2 jours plus tard, je marchais le long du chemin de halage. À 200 mètres de là, un petit bateau miteux était amarré. À mesure que je passais, j'ai entendu une voix. Un homme qui imitait ma voix, appelant mes chats exactement comme je le fais chaque soir. Je me suis retourné, et je l'ai vu. Un homme d'une 30aine d'années, sale, les yeux sombres, un sourire affreux avec des dents en ruine. Il me fixait, hilar. J'ai su immédiatement que c'était lui. Le bruit, les grognements, la mise en scène dans la friche. C'était son jeu. Alors sans savoir pourquoi, j'ai soutenu son regard. Je lui ai renvoyé un sourire froid, presque menaçant, comme pour lui dire que je n'avais pas peur, et j'ai continué mon chemin. Mais en vérité, j'étais terrifié. Qui rôde la nuit dans les ruines à grogner comme une bête? Qui s'amuse à imiter vos appels pour vous faire comprendre qu'il vous observait déjà? Cet homme n'était pas normal. Depuis, je ne l'ai plus revu.
Mais je dors mal et j'attends avec impatience que le canal rouvre. Dès que les écluses seront praticables, moi et mon petit équipage, on s'en ira. Et j'espère que son bateau pourri tombera en panne pour qu'il ne puisse pas nous suivre.